Ben, merci à vous d'être venu à cette séance aujourd'hui. C'est une recherche qui a débuté de manière expéditive en avril 2020, comme beaucoup d'autres chercheurs. Et je me suis associée avec Stéphanie Girard et Nancy Goyette, deux chercheurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières, une qui est dans le département des sciences de l'activité physique et Nancy qui est dans le département de l'éducation et qui travaille aussi sur le bien-être professionnel. Donc, je vais allumer mon changement. Donc, on sait que on est dans une période historique où tout est chamboulé. Et il y a une tornade qui est passée dans la vie des enseignants et ils ont eu à ajuster leurs pratiques. Et d'ores et déjà, certains chercheurs ont pu publier les premiers résultats de recherche qui montrent quand même des grandes difficultés qui ont été vécues, que ce soit au niveau du temps d'adaptation, des difficultés de l'enseignement en ligne, de l'enseignement en présentiel ou encore de l'écart dans l'application qu'il peut y avoir dans les programmes de formation ou dans les directives. Et tout ça, ça mène un peu à des conditions qui fragilisent la santé psychologique des enseignants. On retrouve notamment cette idée de pression face à la tâche changeante au jour le jour, à la lourdeur de la charge de travail ou encore l'angoisse face au manque de compétences. Ce que j'ai voulu faire aussi aujourd'hui, c'est vous montrer que ce qu'on retrouve un peu dans les journaux, dans les médias, les termes clés, donc pour près d'une cinquantaine de journaux, on retrouve des termes clés récurrents comme l'angoisse, la détresse, sentiment d'isolement, d'insécurité, vigilance constante, les enseignants à bout de souffle, suppléants qualifiés épuisés, pénurie d'enseignants. Bref, c'est des termes qui sont quand même assez chocs. Et en parallèle, il y a ces publications syndicales qui, au Québec, sont en temps de négociation. Donc là aussi, ils n'y vont pas de main morte avec l'absence de l'éducation dans les priorités ministérielles ou des conditions de travail difficiles. Donc, par exemple, juste sur ce point-là, on retrouve vaccination tardive, voire écartée, équipement non conforme, voire toxique, craintes liées à la qualité de l'air dans les écoles, précarité de l'emploi. Bref, ce n'est pas une image très reluisante de la profession. Toutefois, on retrouve quand même quelques publications qui montrent que même dans cette période historique de chamboulement, il y a, face à l'instabilité et à ces changements constants, il y a des enseignants qui adaptent leurs pratiques, qui créent. Donc, par exemple, on a une première de nos publications qui est à paraître, où c'est une étude de cas avec un enseignant du secondaire en univers social qui démontrait qu'il y a, même en phase d'évolution qui sont en dents de scie, donc avec des moments très difficiles, des moments plus faciles de fierté, d'accessibilité, d'innovation, peu importe ce dents de scie, ça mène quand même au changement. D'autres chercheurs parlent de certains enseignants qui ont cette aisance face aux TIC, qui sont capables de diversifier, qui sont capables d'atteindre les objectifs. D'ailleurs, un auteur parlait de référer à cette idée de potentiel enseignant avec cette zone proximale. Et quand l'enseignant est dans cette zone proximale, il est capable d'opérer des transformations. Ou encore, une idée que j'aime bien avec ce potentiel humain où des chercheurs ont démontré cette multiplicité de rôles où on retrouve un peu à part du Zoom schooling et du homeschooling, puis de devoir un peu jongler avec tout ça. Donc, nous, au même titre que ces chercheurs, on s'est posé la question, quel est le vécu de ces enseignants du Québec lors de la première vague pandémique? Donc, pour vous montrer un peu dans quelle disposition théorique on s'est placé, c'est vraiment dans la lignée de la psychologie positive, donc qui considère autant les troubles et les difficultés pour amener à une guérison ou à une réparation, mais aussi qui s'intéresse aux gens normaux pour les amener à être plus heureux, plus épanouis, plus fonctionnels, et aussi les virtuoses, comment les amener à se dépasser, à exceller. Donc, ça permet d'avoir une gamme de perspectives pour pouvoir interroger ce vécu des enseignants, ce qui nous amène un peu au concept de bien-être, où, selon Seligman, selon ses mots, on s'intéresse vraiment au fonctionnement optimal d'une personne en termes de réalisation et d'actualisation de son potentiel, donc ici dans le cadre du milieu professionnel.
Et avec tout ce fonctionnement optimal, on parle évidemment de faire face et de pouvoir agir face à des situations complexes. Et donc, pour pouvoir agir dans des situations complexes qui nous changent de nos habitudes, ça nous amène à ce concept d'innovation pédagogique, où là, on parle vraiment d'une rupture avec l'habitude, le traditionnel et l'usuel, pour vraiment, puisqu'ils ne fonctionnent plus, ils sont insatisfaisants, pour vraiment faire émerger une nouveauté. Et donc, ça prend, selon Lacroix et Potvin, qui ont publié en 2009 un article sur le sujet, ils présentaient ce processus délibéré, volontaire, qui se fait en 3 phases. Donc, la première, c'est l'invention, ou on peut aussi l'appeler, on le retrouve sous le terme de la nouveauté ou la création. L'appropriation, donc là, c'est vraiment l'application contextuelle, singulière. Et la généralisation, qu'on appelle aussi l'institutionnalisation, donc l'accès de ces données à un organisme ou à une organisation. Donc, pour mener à bien ce projet, on a interrogé 21 enseignants, 6 hommes, 15 femmes, 8 du primaire, 13 du secondaire et pour la plupart, 17, ils ont un statut permanent. Et ce qu'on a fait, on est allé les interroger en entretien individuel pendant 60 minutes pour vraiment leur donner le temps de granuler leur vécu et de pouvoir expliciter les détails de leur vécu. Donc, c'était à distance, évidemment. Pour vous donner une idée, ça s'est fait entre juin et juillet. Et ce qu'on retrouve au niveau des résultats, les différentes catégories de résultats, parce qu'on a fait une analyse par catégorisation. Pourquoi la catégorisation? Parce qu'on voulait, au-delà de la thématisation, on voulait pouvoir démontrer l'évolution de chacune des catégories, mais aussi voir les relations, l'inter-influence que 2 catégories peuvent avoir entre elles. Donc, dans la première catégorie qui ressort, c'est vraiment les directives telles qu'elles ont été comprises et perçues par les enseignants et et quel effet ça a eu sur eux. Donc, je ne rentrerai pas nécessairement dans les descripteurs aujourd'hui, mais je voulais simplement pointer le fait que pour les enseignants, ils ont eu des directives ministérielles qui, au début, parlent en différentes phases. Pardon. Donc, la première phase, c'est, bon, mais vous êtes en congé, vous êtes en vacances. Ensuite, il y a eu la fermeture des écoles avec cet enseignement à distance. Et ensuite, l'annonce de la réouverture des écoles primaires, mais pas des écoles secondaires. En parallèle à ces directives ministérielles, il y a les directives scolaires, donc là qui se déclinent entre les directions d'école et les consignes des centres de services scolaires. Donc là où je voulais pointer l'attention, c'était au niveau de comment ils se sont sentis, ces enseignants, face à l'ensemble de ces directives qui sont évidemment à multi-entrées. Pour débuter, dans la première consigne, vous êtes en vacances, pour certains, ça a créé un réel malaise. On est en congé alors que dans d'autres corps du métier, ils sont surchargés. OK, c'est un peu contradictoire. Alors que pour d'autres, ils se sont dit, en congé, c'est bien la première fois qu'on m'offre des vacances de toute ma carrière, je vais les prendre et je vais prendre soin de moi, je vais rattraper le retard, etc. Ceci étant dit, à côté de ça, avec la multitude de directives qui changeaient souvent au jour le jour, il y a eu une manque de clarté où ils ne savaient plus trop où s'en aller. Et donc, ils nomment le fait que c'était flou, contradictoire, voire irréaliste dans l'opérationnalisation. Et d'ailleurs, un enseignant nommait le fait que, et je cite, « Je reviens à l'école, j'apprends les consignes sur le fly, à la télévision, en même temps que les gens, où les parents me donnent des consignes. » Donc, j'ai trouvé que c'était dévalorisant pour les enseignants. Et à côté de ça, étant donné qu'il y a ce flou quelque part, si vous voulez, ça a créé évidemment des inégalités dans les applications des directives. Donc, comment les enseignants appliquaient les directives, donc d'un enseignant à un autre, d'une école à une autre, ou encore d'un centre de service à un autre. Donc, il y a eu un amalgame d'applications et une enseignante nommait le fait que comment ça se fait que ma collègue, elle a le temps de rénover sa cuisine alors que moi, je n'ai même pas le temps de respirer. Donc, ils se comparent entre eux pour voir que, oh, bon, il y a des frustrations là-dessus. Et je pense que celle qui est la plus transversale aux enseignants qui ont été interrogés, c'est cette frustration des annonces grand public. C'est-à-dire que chaque directive est annoncée à la télé, au journal, à tout le monde,
Donc, les enseignants, autant que les directions d'école, apprennent les nouvelles directives en même temps que monsieur et madame tout le monde, que des parents, que des élèves. Mais devinez qu'est-ce qui arrive? Directement, dès qu'il y avait une directive, les parents ou les élèves contactaient les enseignants, étant donné qu'ils ont le courriel, etc. Et là, ils disaient, bon, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça va s'opérationnaliser? Qu'est-ce qu'on va devenir? Mais là, l'enseignant, il n'avait même pas eu le temps de contacter sa direction d'école, de se faire une idée, de planifier, de réfléchir à tête reposée, qui devait déjà répondre à des questions auxquelles il n'avait pas de réponse. Et finalement, il y a eu un positionnement de l'enseignant qui a été mis dans des situations délicates. Par exemple, des directives qui demandaient aux enseignants de sonder les élèves. Donc, de sonder les élèves, les familles sur leurs besoins et leur situation. Donc là, l'enseignant qui doit aller appeler au téléphone des familles pour leur demander comment est-ce que ça va. Mais quand on est dans des situations vulnérables, dans des familles défavorisées, puis là, on se fait dire, ben, ça ne va pas, on n'a pas assez à manger, on n'a pas d'Internet, on n'a pas d'ordinateur, ou encore, ben, il y a la violence conjugale, on fait quoi? On est enseignant, on est au bout du fil. On n'a pas envie ensuite, ils n'avaient pas envie de rappeler, ils se sentaient vraiment dans une situation délicate, à savoir, mais comment réagir, comment intervenir? Donc, un grand sentiment d'impuissance face à ces élèves qui étaient dans le besoin. Donc, dans un deuxième temps, j'aimerais vous présenter cette deuxième catégorie qu'on a appelée la planification 2.0. Donc, cette nouvelle planification à l'ère du pandémique, on réajuste complètement nos façons de faire. Et qu'est-ce que ces enseignants, ils ont eu à faire? Ben, dans une dynamique réactive, ils ont innové. Et dans cette innovation, ils ont eu énormément d'éléments, de facteurs à prendre en considération en très peu de temps. Donc là, pour vous faire une énumération trop rapide des facteurs qui ont été nommés, il y a eu les directives ministérielles, oui, et les directives scolaires, mais il y a eu aussi les différentes ressources qui étaient accessibles, les visées de l'enseignement, occupationnel, ludique, continuité pédagogique, révision, consolidation, nouvelles matières enseignement, évaluation. Donc, un brouhaha de viser l'enseignement auquel ils devaient s'adapter, mais aussi toutes ces situations particulières de leurs collègues, des parents, est-ce qu'ils sont en télétravail, est-ce qu'ils sont divorcés, séparés, est-ce qu'ils ont d'autres enfants auxquels ils doivent faire le Zoom schooling, les situations de l'élève, donc toutes les situations de l'élève, autant la connexion que la gestion des émotions, que est-ce que c'est des immersions, adaptations, difficultés d'apprentissage, le niveau de vulnérabilité, et bien sûr le niveau de connaissance technologique de l'élève, qui s'accompagne le plus souvent par un processus de familiarisation qu'il ne pouvait pas faire fi de ce processus de familiarisation avant de prétendre à une autonomie de l'élève. Bref, beaucoup de facteurs qu'ils ont dû considérer en très peu de temps pendant leur planification. En parallèle, ils ont tout cet apprivoisement des supports numériques. Donc, une diversité des interfaces. On a interrogé 21 enseignants et dans leur liste, il y a YouTube, Classroom, Google Form, Google Slide, Google Drive, Pluriportail, Facebook, Messenger, Stream, Teams, Chromebook, Mosaic, Zoom. OK. Donc, et des fois, ils les multipliaient. Et en plus, ils devaient atteindre différents objectifs. Ils devaient clarifier les différents objectifs avant de pouvoir même planifier. Donc là, est-ce que c'est juste sonder des élèves, prendre des nouvelles, gérer une situation critique? Est-ce que c'est prendre des traces par rapport à l'avancée des élèves ou est-ce que c'est enseigner? Donc, différents objectifs qu'ils avaient à considérer. Et dans tout ça, il y avait aussi une variété pédagogique qu'ils devaient considérer, bien sûr. Donc, je vous rappelle, sur les 21 enseignants, et là, je vais faire la liste assez rapidement, écoutez le nombre d'outils pédagogiques qu'ils ont considérés dans leur planification et qu'ils ont dû s'approprier. Forum questions, photos, questionnaires, student tracking, calendrier interactif, capture d'écran, whiteboard, enregistrement audio, enregistrement vidéo, capsule vidéo, diapositive, texte, exercice en ligne, consultation page web, fiches techniques, Minecraft. Et ils se sont appropriés plusieurs de ces outils pédagogiques parce qu'ils devaient les combiner pour un même objectif d'apprentissage. Mais en parallèle de tout ce travail pour le mode virtuel / présentiel, ils devaient aussi faire toute une documentation complémentaire pour les élèves qui sont à la maison mais hors connexion.
Donc, tout ce qui est version papier, bande dessinée, matériel, bricolage, donc les faire, mais en plus organiser l'impression, puis l'envoi à la maison. Donc, ces enseignants se disent en constante recherche de solutions. Donc, on voit bien qu'ils ne sont pas en résolution de problème. Non, non, ils sont en recherche de solutions. Et ça s'est traduit par une approche, une multitude d'approches pédagogiques, tant au niveau de la classe inversée, la classe virtuelle, l'approche par projet ou le menu à la carte. Et tout ça s'était rendu possible par un incroyable appui des collègues pour penser, développer et partager. Donc, ils ont partagé des créations dans une communauté de pratique au-delà de frontières. Il n'y avait plus de frontières. Ils ont été un support moral pour l'anxiété, pour ce sentiment d'impuissance, pour ce sentiment d'isolement. Et aussi, il y a eu une variété de collaborations que j'aimerais rentrer dans les détails, mais je risque de manquer de temps si on pourra y revenir par après. La troisième catégorie, c'est hashtag pilotage. Donc, encore une fois, on est dans une toute nouvelle zone du pilotage qui, à la base, est censée être cette interaction directe avec les élèves, mais là, on n'est plus dans ces modalités-là. Et là, les enseignants ont dû faire évoluer les modalités, autant de fonctionnement que d'enseignement. Donc, dans ce fonctionnement à distance, on retrouve par exemple des groupes qui sont redistribués ou au contraire qui sont regroupés. Donc, on se retrouve à 60 sur un Zoom. La gestion de classe, des micros, des caméras, des groupes, des sous-groupes, des temps de parole, etc. Mais aussi ce qu'on appelle le multitasking. Ce que les enseignants appellent le multitasking, c'est quand ils font face à des élèves qui jouent à des jeux vidéo en même temps qu'ils écoutent le cours. Bon, donc c'est tous des éléments à considérer. Ce relationnel qui ont dû créer cette proximité même à distance, ce rapport à l'assiduité, ces élèves, surtout au secondaire, avec de plus en plus de décrochage où ben, je me présente mais je ne réponds jamais aux questions, j'ai ma caméra fermée, etc. Comparé à ces communications quasi constantes, le soir, les fins de semaine, à toute heure de la journée, et les élèves qui s'attendent à une réponse quelque peu rapide. Et dans l'organisation en présentiel, bon, mais c'est toutes ces mesures sanitaires qui ont dû être prises en considération. Donc, beaucoup de remises en question sur le sens, des pertes de repères des enseignants avec quelques irréalismes face aux mesures sanitaires, mais comment on va pouvoir mettre ça en place? Et au niveau des modalités d'enseignement, il y a eu beaucoup de progression dans les utilisations. Donc, même une capsule vidéo, par exemple, ben, au début, on s'en sert juste pour prendre contact, mais au fil du temps, ben, on s'en sert pour la révision et ensuite pour l'enseignement. Avec des diversités de modalités, un enseignant disait, ben, moi, je faisais un travail prérequis en asynchrone d'information et de compréhension, et ensuite en synchrone, ben là, j'arrivais avec des explications plus complexes de manipulation, de démonstration de réflexes, de réflexion collective. Donc, beaucoup d'ajustements et durant ces moments synchrones, certains enseignants enregistraient le contenu pour le rendre accessible en tout temps. Donc là, ben oui, ils ont été créatifs, ils ont trouvé, ils se sont adaptés des nouvelles façons. Un certain malaise dans des cas de suivi à l'élève, où ça, c'était un peu plus délicat. Bon, les prestations de travail inégales que les enseignants se comparent, trouvent ça difficile, mais somme toute, une fierté et un sentiment d'accomplissement par rapport à tout ce qui a été fait. Et encore une fois, dans ce pilotage, un incroyable ajustement au niveau du co-enseignement qui se redéfinit complètement, donc qu'il soit divisé complémentaire ou en équipe. Des enseignants se retrouvaient à co-enseigner à 4 ou 5 enseignants. Et donc, ils disent ce qu'ils repèrent de cette expérience, c'est qu'il y avait une incroyable solidarité, entraide et support moral, que ça s'est fait par processus d'essai-erreur en vue d'une cohésion dans la visée de la réussite éducative et qui au final, ils sentent qu'ils ont été utiles et importants. Ceci étant dit, il n'en demeure pas moins que la progression des apprentissages a été très nuancée d'un élève à un autre, d'un groupe à un autre, et ce qui a mené à des difficultés au niveau de l'évaluation des apprentissages. Donc, ça a été une caractéristique critique au niveau de l'expérience et du vécu des enseignants.
Toutefois, ils ont eu des diversités dans les modalités avec un enseignant qui disait « J'ai découvert les joies de l'évaluation en ligne. C'est avec notre portail, c'est des évaluations formatives qui s'auto-corrigent. Fini le temps d'avoir à corriger des petits quiz. Souvent, on avait à vérifier des connaissances par l'entremise de petits quiz, mais c'était toujours de la correction. On n'avait jamais le temps pour le faire et on avait des petits quiz qui s'accumulaient. » Donc, certains ont quand même réussi à trouver leur compte et dans les difficultés qu'ils ont rencontrées, il y avait un manque de critères précis dans l'évaluation, étant donné que c'était une continuité pédagogique. Qu'est-ce qu'on évalue? La présence, l'assiduité, le fait qu'on remette un travail, mais il y en a un qui remet une page, un qui remet 3 pages. Donc, comment est-ce qu'on fait pour évaluer? Quel est le sens de cette évaluation? Puis aussi, au niveau des objectifs, comment donner un objectif d'apprentissage à évaluer en sachant que les modalités sont tellement disparates? Et finalement, ça a créé quelques frustrations au niveau de cette impuissance par rapport aux élèves en difficulté. Comment est-ce que je peux aider ces élèves? Et à la complexité de se faire dire « tous les élèves passent ». Donc, face à ces résultats, ce que on peut dire par rapport à toutes les ramifications qui ont été possibles et toutes ces ramifications que les enseignants ont mis en place, au cours de la première vague, les enseignants, oui, ont été mis devant de grands défis. Oui, ils ont fait face à des situations délicates. Toutefois, ils se sont inscrits dans une innovation pédagogique où ils ont vécu des phases successives et répétitives d'invention réactive et créative, d'appropriation individuelle contextualisée et de partage. Partage des planifications, partage du contenu et partage des façons de faire. Et cette capacité à innover semblerait être associée à leur sens de l'initiative, à un engagement envers la visée de la réussite éducative, à la maîtrise de leur discipline et à un esprit de créativité alimenté par une mobilisation efficace de leurs ressources. Donc, en conclusion, je dirais que l'innovation pédagogique que je vous ai décrite au travers de cette présentation s'intitule « L'enseignement en temps de pandémie ». Et là, c'est une innovation collective où l'ensemble du corps enseignant a été entraîné dans une vague d'innovation forcée, où la nouveauté a été au premier plan. L'appropriation éclair a permis à certains enseignants d'accompagner les élèves dans cette optique de réussite éducative versus la réussite scolaire, et où l'institutionnalisation restera une phase à consolider. Donc, ici, les enseignants n'ont pas nécessairement inventé quelque chose, mais ils ont eu à se réinventer entièrement, ce qui amène une dimension nouvelle au concept même d'innovation pédagogique. Merci beaucoup.